Nous allons parler de faire confiance. Faire confiance à l'autre, se faire confiance à soi pour faire confiance à l'autre. Est-ce que faire confiance est un challenge? Que ce soit en couple, en amitié ou en relation, quelle qu'elle soit, faire confiance peut être vécu comme un saut dans le vide sans filet de sécurité par certaines personnes. C'est terrifiant, c'est angoissant et c'est quelque chose de très difficile. Souvent, j'entends des phrases comme moi, je fais pas confiance aux femmes, je fais pas confiance aux hommes. J'ai trop souffert pour continuer à faire confiance. La dernière fois que j'ai fait confiance, je me suis tellement fait avoir, j'ai eu tellement mal que c'est fini. Je referai plus jamais confiance. Ah, d'abord, il faut que la personne, je suis assez méfiant moi, il faut que la personne me prouve que je peux lui faire confiance pour éventuellement commencer à me lâcher. C'est des phrases qui montrent que la personne, en fait, elle a vécu quelque chose souvent de traumatisant, elle a vécu une douleur euh, qui a été tellement difficile à surpasser que du coup, elle veut surtout plus jamais la revivre. Et donc, c'est là où la personne va se mettre à être méfiante. Euh, c'est des personnes qui ont été trahies, abandonnées, blousées, à qui on a menti, à qui on a caché des choses, qui se sont senties rejetées, qui se sont senties malmenées ou qui ont eu l'impression qu'on n'était pas honnête avec elles ou simplement qui a vraiment rencontré des personnes malhonnêtes qui les ont manipulées pour obtenir ce qu'elles voulaient. Donc c'est souvent quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est souvent un sentiment qui est là parce qu'on a eu mal, parce qu'on a vécu des situations difficiles et douloureuses et que pour ne plus jamais ressentir ça, on va mettre un pied devant, un pied derrière, on va toujours être attentif à pas faire confiance, à pas baisser ses gardes, à rester aux aguets pour ne plus jamais avoir mal. Il y a des personnes qui justement ont vécu ça, puis il y a des personnes qui ont vécu simplement cette croyance profonde, ce savoir qu'elles ne peuvent compter sur personne. Elles n'ont jamais pu compter sur qui que ce soit. Elles ont dû compter que par elles-mêmes et elles ont vite dû apprendre que la seule personne sur qui elles pouvaient compter, c'était elles-mêmes. Elles n'ont jamais reçu d'aide ou jamais, ou au contraire, on les a jamais portées, on les a jamais protégées, elles se sont jamais senties protégées, jamais senties aimées. Et du coup, elles ont comme croyance profonde et comme savoir acquis, parce qu'elles l'ont acquis avec leur expérience passée, elles ont comme savoir acquis qu'elles ne peuvent faire confiance à personne et que la seule personne sur qui elles peuvent compter, c'est elles-mêmes. Tout ça se retranscrit dans une relation avec des énormes tensions. La personne n'est pas dans la confiance, qui n'arrive pas à faire confiance à l'autre, elle est en attention du prochain danger. Elle est en train d'attendre le prochain coup bas, le prochain coup de poignard dans le dos, la prochaine fois où elle va avoir mal. Et donc, elle va avoir tendance à mettre à distance la personne. Quand la personne l'approche de trop près, quand elle risque d'être approchée de trop près ou qu'elle risque d'avoir envie de faire confiance à la personne ou d'être tentée de baisser ses gardes et de se livrer un peu plus, elle va avoir un réflexe soit de fuite, quitter la personne, fuir le plus loin possible, l'éviter, arrêter toute thérapie par exemple, ou arrêter toute relation, soit de fuite donc, soit d'agressivité, où elle va se sentir comme si elle était en danger, et du coup face à un danger en fait, elle va attaquer. Elle va complètement agresser la personne et la mettre à distance un peu de force. Euh, c'est pas des réactions c'est des réactions réflexes. C'est pas des réactions que la personne maîtrise, que la personne contrôle. Elle n'est pas en train de se dire ouh là là, je sens que je vais faire un petit peu, je vais faire confiance à la personne, que la personne risque de me cerner ou risque d'apprendre des choses ou de comprendre des choses de moi qu'elle pourrait utiliser pour me faire mal un jour. Alors je vais décider de fuir ou alors je vais décider de la repousser plus ou moins sèchement, plus ou moins violemment. C'est vraiment des réflexes, des réactions réflexes et même si la personne a envie de faire ça différemment, a le désir de faire confiance, c'est impossible pour elle. C'est quelque chose qui part d'un automatisme et, et derrière la personne, elle va encore... Le pire, c'est que la personne qui souffre en fait d'un manque de confiance dans l'autre euh, va s'en vouloir. Va se dire, mais enfin, si tu n'arrives pas à faire confiance, elle sait qu'elle devrait réussir à faire confiance, elle sait que c'est la base d'une relation, et elle s'en veut en fait de rejeter l'autre ou d'avoir justement fui une relation alors que la personne en fait n'était pas méchante, n'avait rien fait contre elle, pas encore,
mais c'est plus fort qu'elle et c'est quelque chose qui mène beaucoup aussi à de la culpabilité, à du jugement sur elle, de se dire qu'elle est vraiment nulle et qu'elle ne, elle est incapable d'aimer, d'être aimée, d'avoir une relation saine et en confiance. Donc ça crée énormément de souffrance euh, et c'est compliqué quand on est dans ces situations-là et dans ces réflexes-là, de rester dans ce moment présent, de vivre la relation telle qu'elle est. On est tout le temps dans le futur, en train d'anticiper la prochaine fois qu'on va avoir mal, la prochaine fois, et si la personne m'abandonnait, si la personne me trahissait, si la personne va se moquer de moi, de nouveau me mentir, si elle était en train de me mentir. Donc on est tout le temps dans le futur en train d'imaginer le scénario négatif. Imaginez qu'on va finir par avoir mal. Et quand on est dans le futur, est-ce qu'on est tendu ou détendu? Tendu. Et quand on est dans le futur, c'est que généralement, je vous rappelle, le premier signe de présence du mental dans notre corps, c'est une tension. Donc ça veut dire qu'on est dans notre mental en train de partir dans le futur et dans tout ce qui va mal se passer. Notre mental, il est aussi très fort pour nous mettre du passé, nous projeter du passé vers le futur. Parce que j'ai eu mal, alors du coup, je vais avoir mal. Parce que on m'a trahi, alors du coup, on va me trahir. Donc, de nouveau, quand on est en train de se souvenir de tout ce qui s'est passé de négatif et qu'on anticipe que ça se repasse, est-ce qu'on est tendu ou détendu? Tendu. Ça veut dire que notre mental est de nouveau présent et que c'est notre mental qui nous crée des tensions dans notre corps, mais qui sont tellement fortes qu'en fait, la manière de résoudre ce qui nous déclenche des tensions, ça va être de le fuir ou alors de le repousser très loin de nous, de manière à ce que ce soit plus présent. Et généralement, c'est la personne en face de nous, les personnes ou la personne qui nous déclenche ce mental très très fort qui va se mettre à tourner et qui fait qu'on est incapable de nouer une relation sécure et une relation détendue. Alors ok, ça on arrive bien à le comprendre, mais maintenant, qu'est-ce qui fait que le mental est aussi fort? Qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes qui ont vécu des traumatismes, le mental démarre aussi vite, démarre aussi fort? Si on peut rien changer par rapport au passé, on peut rien changer par rapport à ce qui a été fait, le passé est le passé, là on est obligé d'en arriver à la conclusion que dommage, voilà, parce que j'ai vécu ça, alors je vivrai plus jamais l'amour, je vivrai plus jamais la détente, je vivrai plus jamais la relation de confiance. Et je dois avouer que c'est quelque chose que je trouve un peu fataliste. Et même si c'est la croyance de beaucoup de personnes qui viennent me voir dans cet état-là, la première idée va être de tout de suite remettre ça en question et dire non, ce qu'on a vécu, on l'a vécu, oui, ça existe, mais il y a peut-être quelque chose à faire dans le moment présent pour pouvoir justement, dans le futur, ou dans le moment présent, mais qui va constituer notre futur, faire confiance à l'autre et que c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qu'on peut réapprendre ou qu'on peut apprendre. Euh, on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne tout ça par le biais de deux exemples. Antonio, qui a 40 ans. Antonio vient me voir parce qu'il souffre de son célibat. Et donc il est célibataire depuis un moment et il souhaite aujourd'hui faire bouger les choses. Jusqu'à présent, ça lui allait, le fait d'être célibataire, ça lui plaisait bien. Ça ne le pesait pas, il a un travail qui le passionne, il est auto-entrepreneur, il fait du sport, il a un réseau social riche, il a plein d'amis, ça se passe bien en famille, il n'y a pas de souci avec son père et ses sœurs. Euh, il fait plein de sports, il fait de la randonnée de montagne, du vélo, de la peau de phoque, enfin de l'escalade. Et donc voilà, il est assez équilibré, il ne souffre pas de problèmes physiques autres que de temps en temps de la difficulté à s'endormir, parce qu'il a comme de l'électricité dans les jambes, et du coup ça le peine un peu, il a de la peine à s'endormir et à se détendre. Il a eu un gros coup de fatigue récemment, mais lié au travail selon lui. Beaucoup de travail, un peu trop de travail. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ce qui le pèse vraiment le plus en ce moment, c'est son célibat. C'est le fait que tous ses amis, alors pourquoi en ce moment? Parce qu'il a 40 ans et que tous ses amis sont en couple, sont soit mariés, soit en couple avec des enfants, mais tous ont une vie de famille et forcément ça le ramène au fait que lui, non.
et que là, il commence à se sentir un petit peu seul et en avoir marre. Il dit hein, qu'il les voit souvent, qu'il continue, on le laisse pas seul, ses amis sont très proches de lui. Euh, mais seulement, ça lui arrive régulièrement que pendant ses week-ends entre copains, il se retrouve le seul célibataire, le chiffre impair, comme il le dit, euh, et que le sujet tourne régulièrement, arrive régulièrement sur le fait qu'il soit célibataire, que ses copains veulent le caser, ils essaient de lui présenter des filles, de le pousser à rencontrer des filles, et qui lui donnent aussi des conseils bienveillants, mais qui remuent un peu le couteau dans la plaie et qui commencent légèrement à le fatiguer d'entendre parler de ça et puis d'entendre le fait que tous ses copains se permettent de parler de lui et puis de lui rappeler à quel point il est célibataire et à quel point ce serait bien qu'il se case. Il le sait, il sait tout ça, mais en attendant, il n'y arrive pas. La question, c'est depuis quand est-ce qu'il est célibataire? Et ça fait 2 ans et demi. Avant ça, il a été en couple durant 3 ans avec une jeune femme. Ça s'est fini pas trop mal, hein. C'est-à-dire qu'il me dit qu'ils sont devenus amis au fur et à mesure, et puis qu'à un moment donné, elle l'a quitté. Et quand je lui demande ce qu'il a ressenti, il me répond pas grand-chose. Antonio, c'est pas quelqu'un qui exprime, qui est très expansif, plutôt quelqu'un de réservé, quelqu'un qui paraît très bien maîtriser ses émotions et qui est ouvert aux émotions, mais c'est pas son truc. Il a pas le souvenir d'avoir pleuré depuis au moins 20 ans. Il est jamais en colère. Il est plutôt toujours optimiste, toujours positif. Donc, tristesse, colère, on met un peu de côté et puis il ressent pas grand-chose, ça va, il est costaud. Donc c'est pas son domaine favori. Ma question du coup, c'est pourquoi est-ce que vous êtes célibataire? Parce qu'a priori Antonio, il est pas trop moche, il est plutôt intelligent, plutôt équilibré. Donc qu'est-ce qui fait que il est encore célibataire? Il me dit qu'en fait, il rencontre difficilement des femmes parce qu'il a un métier d'homme, il a des sports d'homme, il est beaucoup dans des milieux très masculins, et puis que les femmes qu'on lui présente, il n'accroche pas trop avec, elles ne lui plaisent pas forcément. Il n'a pas de critères précis par rapport à la femme de ses rêves, hein. Il n'est pas compliqué au niveau des critères physiques, c'est pas ça non plus. Mais par contre, donc je lui demande, mais en fait, il n'y a jamais eu une femme qui vous a plu là récemment? Il me dit, oui, ça c'est autre chose. Quand une femme me plaît, en fait, je me tétanise complètement. Je me bloque complètement, je n'arrive plus à parler, je bégaye, je me ferme instantanément et je suis plus moi-même. Et du coup, forcément, quand une femme me plaît et que je me ferme autant, j'ai très peu de chances d'arriver à la séduire ou à nouer une relation avec elle. Donc je lui demande, ok, est-ce que vous seriez d'accord qu'on décortique un petit peu la scène, de voir un peu, la dernière fois que vous avez été en face d'une femme qui vous plaisait, d'essayer de voir ce qui s'est passé en vous, de reconnaître un petit peu qu'est-ce qui fait que d'un seul coup vous vous fermez, juste avant de vous fermer, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que d'un seul coup vous devenez complètement muet et tétanisé. Donc on reprend une scène précise, vécue, on se remet dans la scène dans laquelle il y a une femme qui lui plaît, et on décortique un peu seconde par seconde cette scène en disant, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que là vous étiez tendu ou détendu? Et en fait, il se rend compte rapidement qu'il est très tendu dès qu'il est en face d'une femme qui le plaît. Donc tendu physiquement. L'idée, c'est pas juste de voir je suis bloqué, l'idée c'est de voir que son corps entier lui indique qu'il y a un blocage par une tension physique, que ce soit les mains moites, que ce soit la boule à la gorge, que ce soit les épaules tendues, crispées. L'idée, c'est que Antonio commence à réaliser que son corps entier lui indique qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a son mental qui débarque, qu'il y a son petit vélo qui est là, hein, parce que dès qu'on ressent cette tension mentale,
Et que la première chose qu'il va falloir éventuellement faire, c'est de réussir à essayer d'éteindre son mental. Parce que dès qu'il parle dans son mental, il est dans les peurs. Peur d'avoir mal, peur que la personne l'aime pas, que la personne le juge, que la personne le critique. Il est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui va se passer. Et, il se met dans les je dois, il faut absolument être cool, je dois sourire, je dois. Puis plus il se met dans ces tensions-là, moins il y arrive, jusqu'au moment où en fait la manière, quelque part réflexe, de sortir de cette grande tension, c'est de tout couper et puis un peu de se mettre sur off en fait. Et du coup de se fermer complètement et de couper totalement la relation avec cette femme qui lui plaît. Alors, ok, c'est bien, ça c'est du mental, ça c'est ce qui se passe. Maintenant, pourquoi est-ce que son mental se met en route? Qu'est-ce qui fait que dès qu'il est question d'être en face d'une femme qui lui plaît, son mental débarque, son mental démarre instantanément? Alors, première chose d'abord que Antonio a fait avant la suite, c'est qu'il a commencé à s'entraîner, à revenir dans le moment présent, à éteindre son mental, mais pas au moment au moment où il y avait une femme qui lui plaisait, parce que sinon c'est comme l'idée de dire ok, moi je veux gagner le match de tennis. La rencontre avec une femme qui lui plaît, c'est un match de tennis. Je veux gagner le match de tennis, mais bon, je m'entraîne jamais au tennis et j'attends le match pour pouvoir commencer à m'entraîner. Ça fonctionne rarement comme ça marche pas. Enfin, en tout cas, je ne garantirai pas le résultat de s'entraîner que pendant un match de tennis. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre dans notre quotidien à éteindre notre mental, à revenir là ici maintenant, à se rendre compte que notre corps nous indique la présence du mental par une tension et de pouvoir instantanément dire ok, stop, là je suis reparti dans mon mental, je suis reparti dans le futur, je suis reparti dans le manque de confiance en moi, je reviens dans mon présent, je bouge mes orteils, je porte mon attention à mon corps physique ou à mon corps sensoriel et j'essaye de détendre mon corps, de me détendre et de revenir là, ici, maintenant. Plus je vais m'entraîner à faire ça, plus le moment où il y aura la fille en face, plus ça va être facile d'éteindre son mental. Maintenant, ça suffit pas. Le mental, quand à un moment donné, on s'entraîne à l'éteindre, puis qu'en fait, il revient régulièrement, il revient constamment, c'est que derrière, il va falloir se poser la question de dire, ok, qu'est-ce que je ressens, hein? Donc, si quand on revient dans mon présent, on a une émotion, et que cette émotion-là, on la bloque, et ben on va repartir dans notre mental. Donc quand le mental fait un peu yo-yo, c'est que généralement on a une émotion qui est bloquée à l'intérieur de nous et que il va falloir éteindre le mental, reconnaître, ressentir, exprimer son émotion pour pouvoir justement la libérer. Donc quand, Antonio petit à petit s'entraîne à éteindre le mental, et se rend compte qu'il redémarre assez rapidement, je lui pose des questions, mais qu'est-ce qui fait que dans certains moments de votre vie, vous arrivez à être juste là, ici, maintenant, et puis à être mental éteint, puis ça se passe bien, au travail ou dans le sport, et qu'est-ce qui fait qu'à la dernière soirée, quand il y avait cette fille qui vous plaisait bien, instantanément, le mental repart. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rester dans le moment présent dès qu'il est question de sentiments amoureux ou en tout cas d'attirance? Il me dit j'ai toujours été comme ça et du coup on discute un peu, mais en fait de sa vie, de sa vie d'avant, de ce qu'il a vécu en fait avec les femmes. Et je découvre qu'en fait à l'âge de 9 ans, sa maman est partie du jour au lendemain, en le laissant lui avec ses sœurs et son père, en abandonnant toute la famille. Et elle est partie avec un autre homme. Elle a disparu totalement avec juste une lettre d'excuse pendant 3 ans. Ils n'ont eu aucune nouvelle d'elle pendant 3 ans. Et Antonio, en fait, il s'est mis en tête d'être fort, s'est mis en tête de soutenir son père, de s'occuper de ses sœurs, de prendre un peu le rôle du costaud qui va aider toute la famille à gérer ce départ brutal. Pendant 3 années, il a vraiment aidé un maximum son père à s'occuper de ses sœurs, à gérer ce que sa mère avait laissé en plan du jour au lendemain. Du coup, pendant ce temps-là, en fait, je lui demande, mais en fait, qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre mère est partie? Rien. Aucune émotion. Je me souviens pas du tout d'avoir été triste. Je me suis juste mis
dans l'idée qu'il fallait que, ok, il fallait qu'on survive, il fallait qu'on s'organise, et du coup, rien. 3 ans après, sa maman est revenue, donc il avait 12 ans, elle est revenue en s'excusant, en disant qu'elle avait fait une erreur. Euh, et quand je demande à Antonio qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez revue, rien. Je ressens rien par rapport à elle. Je lui ai de toute manière pas pardonné. Mais pour moi, elle était sortie de ma vie. Je l'avais enterrée. C'était fini. Merci, au revoir. Euh, Aucun intérêt à ce qu'elle revienne. D'ailleurs, on n'a jamais accepté qu'elle revienne dans notre vie. Euh, Encore aujourd'hui, je la vois parce que mes sœurs veulent la voir. Mais je ressens absolument rien pour elle. Totale indifférence par rapport à elle. J'ai absolument pas besoin ni de la voir ni de lui parler. Et quand je suis en face d'elle, je ressens rien. Ok, alors là, on va vérifier un tout petit peu si votre corps vous dit la même chose. Donc, on éteint le mental, on revient dans une des scènes où il est en face de sa maman à l'heure actuelle. Et ben, son corps lui dit tout autre chose. Et son corps lui dit pas détente complète à l'idée quand il est en face d'elle, mais plutôt tension. Tension, ça veut dire, ok, qu'est-ce que vous ressentez? Et Antonio se rend compte qu'en fait, il a encore une petite, légère, éventuelle irritation lorsqu'il est en face de cette femme qui l'a abandonné à l'âge de 9 ans et qui a abandonné sa famille et puis sans aucune raison, et qui est revenu la bouche en cœur 3 ans après. Donc il a quand même cette petite irritation. Donc il se pourrait éventuellement qu'il y ait un petit peu de colère derrière, derrière cet événement, et que quand il revoit sa maman, ben, en fait, la colère, elle est toujours là. Donc, à force d'éteindre le mental et de se familiariser avec des émotions, avec le fait que quand on éteint le moment présent, si on est encore tendu, c'est qu'on a des émotions, qu'il va falloir les reconnaître, les ressentir et les exprimer. Ben, Antonio commence à se rendre compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une femme en face de lui, il éteint, et même s'il éteint son mental, il a une espèce de colère qui est là, qui est déclenchée par le fait que simplement ce soit une femme en face de lui. Alors c'est perturbant pour lui de réaliser ça. Mais en fait, bah, à force d'exprimer sans trop chercher à comprendre le pourquoi du comment ces émotions débarquent à ce moment-là, il va pouvoir commencer à nettoyer ben, la trahison, l'abandon de sa mère. Il va commencer à accéder à des scènes plus anciennes qui vont lui permettre petit à petit de nettoyer aussi de leur contenu émotionnel ce qu'il a vécu à l'âge de 9 ans, ce traumatisme-là. Parce que bah, à cet âge-là, il a absolument tout encapsulé, tout mis entre parenthèses, il a tout enfermé. Alors oui, en effet, il ressentait rien, ce qui est rarement le cas quand on est dans notre mental. Et puis bah, là, de pouvoir pas remonter les émotions juste pour les remonter et les comprendre intellectuellement, mais vraiment de pouvoir les libérer et vider de son contenu émotionnel l'abandon de sa maman. Et en fait, ces émotions-là qui étaient en lui étaient redéclenchées systématiquement par une femme qui lui plaisait, et par l'idée d'avoir une relation amoureuse. Et donc, il revenait tout de suite dans ce réflexe-là du mental de se protéger, de se dire que wow, 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 femme égale souffrance, donc stop, j'y vais pas. Et donc, petit à petit, en fait, il a commencé à vraiment exprimer non seulement la colère, mais aussi la tristesse liée à l'abandon de sa maman, a commencé à s'ouvrir un petit peu plus à lui, à ses émotions, mais aussi à lui, à ses envies, à sa spontanéité, retrouver sa spontanéité, son enthousiasme, et s'entraîner au tennis pour pouvoir justement gagner à un moment donné le match, c'est-à-dire être détendu et ouvert et en ouverture par rapport à lui, donc par rapport à l'autre, dans cette confiance en lui, et du coup dans cette confiance en l'autre, en une femme. Et il a rencontré durant ce processus-là, il a rencontré sa future épouse avec qui ils ont un petit-fils aujourd'hui. Donc c'est vraiment le fait de se rendre compte que en fait son corps déclenchait ces émotions-là chez lui, le ramenait à ces émotions non vécues liées à ce traumatisme-là, qui faisait qu'il était dans son mental, coupé complètement de lui, dans le manque de confiance en lui, et du coup forcément dans le manque de confiance en l'autre. Prenons un deuxième exemple, Kira, qui a 25 ans, qui est une jeune femme qui vient me voir un peu dans un état d'urgence, parce que ça fait maintenant
un an qu'elle n'arrive plus à sortir de chez elle, elle pleure toute la journée, elle fume beaucoup, beaucoup de joints. Elle joue énormément aux jeux vidéo et elle n'arrive plus à dormir. Donc elle est complètement déréglée, elle est vraiment pas bien. Sa famille est très inquiète pour elle, c'est sa famille d'ailleurs qui l'a poussée à venir, parce ils peuvent rien, ils n'arrivent rien à faire pour elle. C'est une jeune femme qui a commencé une carrière dans la musique, qui avait plutôt bien démarré, étonnamment, enfin un peu malgré elle, et qui adorait cette carrière-là, qui adorait ce monde-là, mais elle a tout arrêté aujourd'hui à cause de son état. Elle a plus d'envie, elle passe son temps à se critiquer, elle passe son temps à se dire qu'elle est nulle, qu'elle vaut rien, que c'est une bonne à rien, et du coup elle est tellement dans le jugement d'elle qu'elle a coupé toutes les relations qu'elle pouvait avoir avec ses amis, si ce n'est qu'elle joue en ligne aux jeux vidéo, mais avec les vraies personnes physiques, on va dire les vrais amis. Elle a mis tout le monde à distance parce qu'elle ne supporte plus de, de, de s'imaginer ce que les autres peuvent penser d'elle, elle-même étant persuadée d'être tellement horrible que du coup, elle n'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse se dire que c'est une fille superbe. Donc elle a mis à distance tout le monde, elle a honte aussi d'être dans cet état-là, et du coup, elle a honte de se présenter comme ça devant ses copains. Elle a un peu perdu pied avec le monde réel. Euh, et ses parents essayent de l'aider et puis lui amènent à manger, enfin voilà, mais elle ne sort plus de chez elle, d'ailleurs c'est par Skype qu'on se voit et pas par en présentiel, parce que c'est compliqué pour elle de sortir aujourd'hui de chez elle. Elle me dit qu'elle a des idées sombres. Alors ça, la première chose que je pose comme question, généralement quand on me dit j'ai des idées sombres et j'ai hésité plusieurs fois à prendre beaucoup de médicaments, c'est de dire ok, quelle est votre envie? Est-ce que votre envie c'est de mourir? C'est une véritable envie de mourir? Ou est-ce que votre envie c'est de plus avoir mal? De plus ressentir ce que vous ressentez? Donc c'est le cas de Kira, elle a juste plus envie de ressentir la souffrance dans laquelle elle se sent, la douleur qu'elle ressent depuis bientôt une année. La question, c'est quels sont ces symptômes physiques? Par quoi est-ce que tout ça a commencé? Comment? Alors aujourd'hui, je vois ces symptômes, mais par quoi? Quelle a été la première chose qui lui est arrivée, le premier symptôme qui lui est arrivé? Elle m'explique qu'en fait, elle était en pleine création d'un album et que d'un seul coup, il y a à peu près 9 mois, il y a à peu près une année, pardon, elle a commencé à perdre toute sa créativité. Ça devenait difficile pour elle de se retrouver assise à une table, à travailler sur ses textes. Elle n'arrivait plus à juste être assise sur une chaise. Ça l'angoissait en fait de s'asseoir et d'écrire et de commencer à créer. Du coup, elle s'est mise à jouer à des jeux vidéo. Des jeux vidéo pour passer le temps, pour essayer de se changer les idées, pour retrouver, essayer de sortir de ce moment de tension et d'angoisse. Et elle s'est mise à jouer online. Et au début, ça la détendait bien. Ça lui permettait justement de penser à autre chose, d'être dans un monde virtuel qui la détendait. Mais petit à petit, c'est devenu un besoin, c'est devenu une tension pour elle. Elle était tendue à l'idée d'arrêter son jeu vidéo et du coup, elle n'arrivait plus à arrêter, elle n'arrivait plus à déconnecter de cette réalité virtuelle qu'elle maîtrisait complètement pour retrouver la réalité et du coup toutes ses sensations et donc se retrouver face à elle. Donc elle n'arrivait plus à arrêter les jeux vidéo, elle jouait jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc elle a commencé à augmenter sa consommation de joints pour se fatiguer, pour pouvoir aller se coucher. Le problème, c'est que ça l'a complètement déréglée et du coup, elle dort jusqu'au milieu de la journée, elle vit la nuit et elle a beau fumer, jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui la détend. Tout est devenu un besoin et une tension euh, énorme et aujourd'hui, elle est dans ce cercle vicieux-là où elle n'arrive plus du tout à être connectée à, à la réalité, aux gens, à elle-même et que tout est douloureux. Donc la première chose qu'on pose, c'est que déjà, nous, on va se référer à son corps. Donc on va se référer à son corps, ça veut dire que son corps est son meilleur ami, et ce qu'on va essayer d'identifier, c'est tension-détente. Euh, comment est-ce qu'on fait? Simplement en se portant de temps en temps de l'attention à son corps physique,
et ou à son corps sensoriel pour essayer de faire le scan, de dire ok, est-ce que j'ai une tension et où est-ce qu'elle est cette tension? Est-ce que je la ressens? Est-ce que c'est mes épaules? Quels sont les symptômes physiques de son corps qui lui indiquent qu'elle est tendue? Donc elle se rend compte qu'elle est tendue régulièrement, que par moment elle arrive justement à se détendre et elle commence à réaliser ce que je disais avant, c'est qu'en fait, même pendant ses jeux vidéo, elle est tendue. Pendant qu'elle fume ses joints ne la détendent plus et qu'en fait, elle est dans cette tension en permanence. Ces jeux vidéo, sa dépendance aux jeux vidéo ou aux joints, on va mettre ça de côté, c'est juste des symptômes en fait. L'idée, c'est que Kira elle se rend compte que, avec mon accompagnement, que en fait, elle est tendue et qu'elle cherche par un comportement de consommation, que ce soit de joints ou que ce soit de jeux vidéo, elle cherche à se détendre en consommant quelque chose d'extérieur à elle. Et que petit à petit, le but, donc son problème, c'est sa tension. Son problème, on va laisser de côté complètement ses dépendances parce que c'est que des symptômes et que des conséquences d'une tension qui perdure dans son corps et de cette tension qu'elle essaye de fuir parce que c'est insupportable de la ressentir. Donc rien que le fait de revenir à elle, de l'accompagner à ce qu'elle éteigne 1000 fois par jour son mental, qu'elle revienne en attention de son corps physique et de son corps sensoriel, sans essayer d'être heureuse, d'être bien, mais juste en étant, ok, j'essaie de le faire et de le faire et de le faire, Kira commence à sentir qu'il y a quelques petites tensions qui diminuent, que ça ne devient pas si douloureux de rester une seconde en contact avec elle-même, mais que le mental, il continue à faire son travail et que c'est compliqué pour elle de rester plus qu'une seconde par-ci, une seconde par-là, mental éteint dans son moment présent. Donc là, une fois que justement elle est un peu plus soulagée, on peut commencer à se poser la question, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous étiez en train de vivre avant que vous perdiez votre créativité? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Ce qui s'est passé, c'est que 3 mois avant, Kira, elle s'est fait quitter par sa copine, avec qui elle était en couple depuis une année. Quand Kira me raconte son parcours amoureux, elle me dit, j'ai toujours plu aux filles. Elle me dit, j'ai toujours plu aux filles, mais j'ai jamais eu assez confiance en moi ou en l'amour pour pouvoir être en relation amoureuse. J'ai toujours été méfiante, j'ai toujours eu peur d'avoir mal par rapport aux relations amoureuses. Et mon ex, c'est la première qui a tout fait pour me mettre en confiance, qui a tout fait pour me rassurer et qui a réussi à le faire. Et c'est la première personne pour qui j'ai tout fait pour lui plaire, j'ai tout fait pour être comme elle attendait que je sois pour la satisfaire. Malheureusement, elle m'a quittée. Elle l'a quitté peu de temps après qu'elle ait baissé ses gardes. Et du coup, ça a mis Kira dans une souffrance importante. Et ça l'a fait tout refermer. Ok, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand son ex l'a quittée? Elle a ressenti de la colère, elle a ressenti de la tristesse. Est-ce qu'elle a pu s'autoriser à les vivre? Non. Et du coup, elle est partie dans son mal-être, en train de bloquer ses émotions. Et l'idée, c'est que petit à petit, en s'entraînant de nouveau sur ce qu'elle ressent, par exemple quand elle perd une partie, quand elle n'arrive pas à faire quelque chose, quand elle n'a pas envie de se lever puis qu'elle doit se lever, en s'entraînant sur ses émotions du quotidien, en s'entraînant à les reconnaître, les ressentir, les exprimer, Kira a pu commencer à nettoyer un petit peu ce qu'elle a vécu par rapport à sa rupture et commencer à se retrouver un petit peu plus dans le moment présent, à commencer gentiment à diminuer en fait sa consommation, pas parce qu'elle luttait contre sa consommation, mais parce que simplement elle trouvait des moyens de se détendre par elle-même et donc elle n'avait plus besoin de moyens extérieurs pour se détendre. Et puis en parallèle de ça, on a commencé à revenir encore un peu plus loin dans son passé. Et Kira me raconte qu'à 8 ans, en fait, son père est parti du domicile familial du jour au lendemain et que sa mère s'est effondrée à ce moment-là. Sa mère est partie dans une dépression très importante. Elle se levait plus, elle mangeait plus, elle faisait plus à manger pour ses filles, pour ses enfants. Et que Kira, à 8 ans, pareil, s'est mis en tête qu'il fallait qu'elle soit forte. Et surtout, elle s'est occupée de son petit frère,
de sa mère. Et elle a dû rapidement apprendre qu'en fait, il fallait qu'elle s'occupe de tout et qu'il fallait qu'elle soit forte, costaude, que l'amour, c'était bien dangereux. Et surtout que les adultes, ça peut partir comme ça du jour au lendemain, s'effondrer comme ça du jour au lendemain, et qu'il fallait qu'elle compte sur elle. Donc elle s'est pas du tout sentie protégée à ce moment-là, ni par son père qui lui a fait sa vie, ni par sa mère qui elle n'arrivait pas à être fonctionnelle. Et elle a complètement enregistré en elle que on ne doit pas faire confiance à qui que ce soit et que elle ne peut compter que sur elle. D'où le fait que c'était compliqué pour elle de s'ouvrir et de faire confiance et puis de se faire confiance à elle, de se dire qu'elle pouvait être aimée, qu'elle pouvait aussi plaire et qu'elle pouvait compter sur quelqu'un, simplement avoir cet échange et cette relation un peu euh, de support avec quelqu'un. Quand elle a été quittée par son ex, ça a été tout est remonté à la surface sans qu'elle s'en rende compte parce qu'elle avait bien appris à tout gérer et tout contrôler. Euh, et tout ce qu'elle n'a pas pu vivre, tout ce qu'elle a encapsulé de nouveau en elle quand elle avait 8 ans, est remonté à ce moment-là à la surface. Petit à petit, elle s'est autorisée à reconnaître, à ressentir, à exprimer ses émotions et elle a retrouvé aussi la confiance en elle. Elle a arrêté de se dire qu'elle était bonne que à aider les autres et elle a commencé à s'occuper d'elle, à retrouver le sommeil petit à petit, à retrouver ses envies, même à retrouver par moments sa créativité et à commencer à nettoyer ce qu'elle avait vécu ce qu'elle n'avait pas vécu justement par le passé, en tout cas ce qu'elle s'était pas autorisée à vivre par le passé, et a commencé à se rendre compte qu'elle pouvait éventuellement se trouver pas trop mal, s'apporter à elle-même de la douceur, de l'amour, pas que de la force et du courage, euh, et éventuellement s'autoriser à revenir dans le moment présent et se rendre compte que peut-être il se pourrait qu'on puisse l'aimer pour elle et pas simplement parce qu'elle est utile ou parce qu'elle est forte. Et du coup s'ouvrir non seulement à l'amitié, mais aussi et s'accorder une place dans sa propre vie et donc dans ses relations, euh, et à se faire confiance, à avoir confiance en elle et du coup en l'autre. Donc dans l'amitié d'abord et petit à petit en amour, même si c'est encore en cours. Donc vraiment dans les deux exemples dont on vient de parler, on peut se rendre compte à quel point la confiance en soi et du coup la confiance en l'autre dépend de la présence ou pas du mental, qu'on appelle aussi notre ego, notre petit vélo, le hamster, hein, comme le disent les Québécois. Parce que le mental, c'est celui qui nous coupe du moment présent et qui du coup va nous mettre dans les peurs. Hein, quand on est dans les peurs que l'autre nous abandonne, que l'autre nous quitte, que l'autre nous fasse mal, quand on est dans les peurs que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas entre nous, quand on est dans les peurs d'être critiqué, d'être abandonné, on est dans notre mental. Le mental, s'il est présent, il nous emmène aussi automatiquement dans le passé, dans le souvenir de ce qui s'est passé. Et du coup, parce que j'ai eu mal, alors j'anticipe que je vais avoir mal. Parce que j'ai été trahi, du coup, je sais que je vais être trahi. Parce que personne n'a pris soin de moi, je ne peux compter sur personne et je ne peux pas faire confiance et je ne peux pas baisser mes gardes. Donc vraiment, du moment où le mental est là, c'est très compliqué d'être juste dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans l'ouverture à soi. Et du coup, c'est difficile d'être dans la confiance en l'autre. Le mental, il est aussi présent quand il nous coupe de nos émotions. Si on a accumulé, donc c'est lui qui va nous empêcher de reconnaître, de ressentir et d'exprimer nos émotions de joie, de colère, de tristesse, qui va nous éviter, qui va nous empêcher en fait de pouvoir éliminer la source de notre souffrance, ce qui nous fait encore mal et qui va faire en sorte que ces émotions sont tellement encore présentes en nous qu'elles rejaillissent et qu'elles ressurgissent au moindre déclencheur qui ressemble de près ou de loin à notre traumatisme. Et du coup, ces émotions, à chaque fois qu'elles vont remonter, notre mental, il va se mettre en route pour les couper. Et si notre mental est là, on a vu, on ne peut pas être ni en confiance, avoir confiance en soi, ni confiance en l'autre. Et c'est aussi, le mental, c'est aussi celui qui nous coupe de nous, qui va nous mettre dans des croyances erronées. Je ne peux compter sur personne. Je suis pas capable, on ne peut pas m'aimer. C'est pas possible d'aimer quelqu'un, d'être en relation sans s'effondrer,
sans s'écrouler, sans avoir mal. On va me critiquer, on va me juger. Donc, le mental, c'est aussi celui qui véhicule toutes ces croyances et qui nous les fait, qui fait que ces croyances, elles guident nos vies, elles guident notre vie, nos relations, et qu'elles nous mettent dans cette méfiance, dans cette non-confiance en nous, et donc non-confiance en l'autre. Donc le seul moyen, en fait, quelque part, et le moyen le plus naturel d'avoir confiance en l'autre, c'est déjà de commencer à s'occuper de soi, d'apprendre à avoir confiance en nous, donc d'apprendre à sortir de notre mental, d'éteindre notre mental pour pouvoir justement reconnaître, ressentir, exprimer nos émotions, se libérer de ces émotions qui sont encore là en nous et qui ont beau dater d'il y a longtemps et qui ont beau avoir été mises de côté, elles existent encore là telles qu'elles sont parce que tant qu'elles ne sont pas exprimées, vécues, libérées, elles vont continuer à être présentes dans mon présent, dans notre corps. Donc l'idée, ça va être d'éteindre son mental, de pouvoir exprimer ses émotions et du coup de pouvoir retrouver aussi notre créativité, notre spontanéité, notre enthousiasme, ce qui va nous permettre aussi d'être intuitif, de sentir que la personne qui est en face, d'être sensible à ce qu'on ressent, mais aussi à ce qu'on sent de la personne, nos intuitions, et nous permettre de nous ouvrir à nous et du coup aux autres. Plus on va le faire, plus on va s'entraîner à le faire dans notre quotidien, plus ça va être facile de le faire par rapport à une vie amoureuse, mais aussi de s'entraîner à le faire dans nos amitiés. Et quelque part, le plus gros challenge, du coup, c'est pas de faire confiance à l'autre, d'avoir confiance en l'autre, c'est de retrouver la confiance en nous, de retrouver la douceur, l'attention et le respect pour nous. Et du coup, instantanément, on va pouvoir se mettre en ouverture et en confiance par rapport à l'autre.